Bonjour tout le monde, bienvenue à ce panel qui s'appelle «L'avenir de la finance et ses emplois». Je m'appelle Karina Riviello, je suis la responsable des relations universitaires à FinTech Cadence. Aujourd'hui, on célèbre notre deuxième événement de la série universitaire qu'on a lancé la semaine passée et on le fait en collaboration avec l'Association étudiante des étudiants et étudiantes de sciences économiques de l'Université de Montréal. Donc, Maxence qui est avec nous, Maxence, je vais te demander d'ouvrir ta caméra. Je pense que tu voulais faire un petit mot d'introduction à tous les étudiants qui sont présents aujourd'hui. Donc, Maxence, je te laisse faire ton Oui, petit mot exact. d'intro. Merci, Karina. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je me suis Maxence Couture, le coordonnateur aux affaires associatives externes de l'Association d'économie à l'UM. Nous sommes heureux de vous présenter ce soir la troisième soirée carrière de l'année qui porte sur la FinTech. Cette soirée a été organisée en collaboration avec FinTech Cadence et tout particulièrement avec Karina Riviello, que je tiens à remercier ici. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Desgroseilliers, directeur principal du développement des talents à Finance Montréal, et Marc-André Etu, cofondateur et CPO de TrickSmith. La soirée débutera par une présentation de la FinTech par Karina, et ensuite, nos deux invités nous présenteront leur parcours professionnel et leur expérience actuelle avec la FinTech. La soirée se terminera par une période de questions pour les étudiants. Alors, je te laisse la parole maintenant, Karina. Merci beaucoup, Maxence. Donc, je vais commencer par vous parler un peu plus amplement de FinTech Cadence parce que je suis certaine que vous avez peut-être jamais entendu parler de nous avant. Donc, petit mot rapide. Après ça, évidemment, comme Maxence a dit, je vais peut-être faire une petite intro sur la FinTech parce que je me doute que certaines personnes ne sont peut-être pas aussi au fait de la FinTech qu'elles voudraient l'être. Donc, FinTech Cadence, on est une organisation à but non lucratif et on est en existence depuis déjà 4 ans. Notre but principal, c'est de créer les prochains leaders en FinTech de demain. Donc, on le fait à travers plusieurs initiatives qu'on a mises sur pied à travers les années. Notamment, on fait beaucoup d'éducation autour de qu'est-ce que c'est la FinTech à travers différents événements comme celui-ci aujourd'hui. On a aussi beaucoup d'événements où on essaie de travailler en collaboration avec les différents acteurs du secteur de la FinTech, donc notamment des institutions financières, des partenaires, des organisations régulatoires. Et surtout, on aide à soutenir les futurs entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires dans le secteur de la FinTech. On le fait, comme je vous l'ai dit, à travers différents programmes. On a mis sur pied différents programmes sur les 4 dernières années, notamment le certificat. L'événement certificat, c'est un événement qu'on fait 2 fois par année, une première édition en anglais à ce temps-ci de l'année, qui est essentiellement un cours de 7 cours où on voit un peu c'est quoi la FinTech. On travaille avec des institutions financières pour un peu plus comprendre le milieu. On voit c'est quoi les technologies derrière la FinTech. Fait que pour les gens qui veulent peaufiner leur formation, que ce soit en finance ou dans d'autres secteurs, qui veulent un peu plus connaître ce secteur-là puis rentrer dedans, le certificat, c'est vraiment une formation assez complète pour ces gens-là. On lance également une première édition en français cette année qui va avoir lieu au mois d'octobre. Donc, si jamais ça vous intéresse en savoir plus sur la FinTech, si jamais cet événement vous a aiguillé, n'hésitez surtout pas à aller nous voir sur Facebook. On va l'annoncer bientôt. Et puis, on a des rabais étudiants, donc ça vaut toujours la peine. Aussi, on a un programme d'ascension. Le programme d'ascension, c'est un programme d'incubation. Si vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont des startups ou des entrepreneurs en devenir, c'est sûr que ces gens-là connaissent assez bien l'incubation, mais pour les autres, c'est peut-être un mot qui ne veut rien dire. Donc, un programme d'incubation, c'est vraiment d'aider des jeunes entrepreneurs à valider leur startup. Donc, c'est un programme on organise sur 3 mois. On est présentement dans la 4e cohorte d'ascension. On a une cohorte de 15 startups qui sont en train de développer leurs produits. Donc, c'est super excitant. Et on a aussi le formaton qui est peut-être un peu plus intéressant pour la communauté étudiante parce que le formaton, c'est ce qu'on appelle un programme de pré-incubation. Donc, c'est pour les gens qui n'ont pas nécessairement une expérience entrepreneuriale de base, mais qui veulent découvrir c'est quoi l'entrepreneuriat. Nous, dans le fond, c'est une compétition sur 3 semaines et on offre tous les services pour ces gens-là qui veulent développer cette entreprise-là. Donc, c'est beaucoup de mentorat, beaucoup d'expertise qu'on offre à travers les 3 semaines. Et c'est une compétition, donc chaque défi gagné peut apporter des prix en argent. Je vous en parlerai un peu plus amplement à la fin, car on vient de lancer le premier défi pour le formaton aujourd'hui même. Donc, je vais pouvoir vous en parler un peu plus amplement à la toute fin de la présentation. Dans les événements qu'on organise, on en fait quand même plusieurs par année. On a nos fameux FinTech Drinks, qui sont des événements de networking, de réseautage vraiment avec tous les gens de l'industrie de la FinTech. Si jamais vous voulez rencontrer du monde en FinTech, on en fait 5 par année. C'est souvent des événements de conférences. Après ça, on a une séance et on a réussi à l'adapter aussi au mode virtuel, donc ça se fait très bien.
Malheureusement, ce qu'on a moins réussi à faire en format virtuel, c'est le Career Fair, donc notre fameuse foire d'emploi qu'on fait généralement chaque année. Cette année, on l'a mis un peu sur la glace en attendant de savoir si on y va vraiment en mode virtuel ou pas. Je pense qu'on est tous un peu optimistes que peut-être avec le nouveau vaccin, on va pouvoir retourner à des événements plus présentiels. Mais bon, sinon, regardez quand même sur votre Facebook parce que peut-être qu'on va avoir une version virtuelle si les choses ne changent pas. Et finalement, les fameuses séries universitaires où on va d'université en université, on fait un peu justement de sensibilisation à qu'est-ce que la FinTech, où on aborde différents sujets dans le domaine de la finance qui peuvent intéresser les étudiants à travers les universités du Canada. Donc, aujourd'hui, on est un exemple. Donc, si jamais ça vous intéresse parmi ceux-ci, je vous donne une petite carte en clin d'œil. On est présentement en train de faire notre certificat, donc il est trop tard évidemment pour s'inscrire pour cette version-ci, mais on en a un autre qui va être à la fin de l'année. On a le formaton qui est le défi sur 3 semaines qu'on lance bientôt et notre fameuse série universitaire qui est présentement dans une autre série plus tard dans l'année. Maintenant, je me demande vraiment beaucoup, puis là, je sais que malheureusement, on est en mode webinaire, fait que vous n'avez pas nécessairement la chance de voir qui sont vos collègues sur place. Mais je suis curieuse moi-même de savoir qui dans la salle connaît la FinTech ou du moins en a déjà entendu parler. Donc, je vous lance un petit poll à l'instant que vous allez voir apparaître où je vous demande, est-ce que vous connaissez un peu la FinTech? Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre rapidement. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la FinTech? Un peu beaucoup, pas du tout. Donc, n'hésitez pas. Puis, si jamais vous n'avez jamais entendu parler de la FinTech, ne soyez pas gênés. Je pense que c'est tout à fait normal. Donc, j'en ai 12 sur 17 qui ont répondu. Je suis à 88 de réponses. Donc, on va l'arrêter ici. Je pense que presque tout le monde a répondu. Donc, 40 des gens, je ne sais pas si vous voyez les réponses, mais au cas où, je vous le fais, là, mais 40 des gens ont dit qu'ils connaissaient un peu le milieu. J'ai un 7 des gens qui connaissent très bien ça, mais la plupart, c'est-à-dire 27 soit n'ont jamais entendu parler de la FinTech et l'autre 27 en connaît un tout petit peu, mais ne serait-ce que par le nom. Donc, intéressant, intéressant. Donc, en fait, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que la FinTech, parce qu'évidemment, on ne pourra pas faire notre panel si vous n'avez pas déjà une petite base. Donc, c'est vraiment juste le croisement entre la finance et les technologies qu'on appelle la FinTech. Beaucoup de gens ont tendance à penser que c'est un sous-secteur, la finance, mais moi, je voudrais dire que c'est plutôt la révolution technologique qui a vraiment changé le milieu des finances. Petite histoire rapidement, quand on parle de la FinTech, le terme a beaucoup changé, puis on a souvent tendance à parler en termes de différentes vagues qui ont beaucoup modulé, disons, l'espace des finances. Donc, la première vague qu'on parle souvent, on parle de la vague des FinTech en termes d'infrastructure. Cette vague-là était plutôt gouvernementale et politique où vraiment on a commencé à installer des câbles transatlantiques pour permettre une meilleure utilisation des services financiers. Aussi, quand on pense à les fameuses cartes de crédit, donc le transfert de l'argent papier vers l'argent plastique, ça peut être considéré comme une FinTech. Puis là, évidemment, en termes de temps, si on veut se situer, on parle de quand même, il y a longtemps, là, je veux dire, tout ce qui était infrastructure, les premières FinTech ont apparu dans les années 1800-1900. Donc, ça fait quand même longtemps que ce type de technologie existe, même si on n'avait pas nécessairement mis le doigt sur le terme FinTech à l'époque. La deuxième type de transformation, c'est tout ce qui a été vraiment beaucoup poussé par les banques, qu'on appelle la deuxième vague. C'était tout ce qui était probablement le transfert vers le numérique. Donc, évidemment, on pense aux services bancaires en ligne. Les fameuses machines ATM ont pas mal beaucoup influencé cette deuxième vague de nouvelles technologies en FinTech. Puis c'est vraiment les banques qui ont eux-mêmes inclus ces nouvelles technologies à l'intérieur de leur système. Par exemple, en 2008, on a eu une crise économique, donc vous vous souvenez peut-être, je sais que, bon, en fait, j'imagine que peut-être pas, vous deviez très, très jeune quand c'est arrivé, mais la fameuse vague de 2008 a beaucoup influencé le nouveau boom, disons, des FinTech. Puis cette nouvelle vague-là a beaucoup été influencée par de nouvelles entreprises, surtout des startups. Je pense que quand on a eu le crash boursier, premièrement, au Canada, ça ne nous a pas beaucoup affecté, mais aux États-Unis, on a eu beaucoup de professionnels qui ont perdu leur emploi. Ces professionnels-là avaient beaucoup d'expérience dans le domaine des finances, puis en à côté, ont décidé de développer leurs propres produits. Il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient un peu fâchés contre les institutions financières parce qu'ils étaient beaucoup attaqués, comme quoi il y avait été une des sources de ce fameux crash boursier.
Fait que beaucoup de gens se sont tournés vers des méthodes alternatives aux banques. On a eu notamment les premières crypto-monnaies qui ont été inventées à ce moment-là. Et on a aussi eu l'essor du fameux téléphone intelligent. Avant, nos téléphones étaient vraiment juste pour des fameux appels téléphoniques. Mais quand on a eu justement l'Internet sur nos téléphones, ça a beaucoup changé la relation que les gens avaient avec tout ce qui était institution financière parce que des nouveaux produits pouvaient se faire sur nos téléphones. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et ça a vraiment créé un nouveau boom. On a eu plein de startups. Ça a ouvert un énorme marché. Fait qu'on peut vraiment penser que ça a été la troisième vague. Fait que, évidemment, comme souvent, il y a des moments comme ça, comme mettons un crash boursier qui fait beaucoup de changements. En ce moment, on aurait vu vraiment une énorme crise, soit celle de la COVID. On peut s'attendre à ce que celle-ci ait aussi une influence sur le développement de ces technologies à l'intérieur du domaine de la finance. Fait que ça va être intéressant de voir dans les prochaines années comment ça va s'accélérer ou ralentir ou quelles vont être les nouvelles technologies ou les nouvelles tendances qui vont prendre le dessus sur le marché. Comme vous pouvez voir, évidemment, la FinTech, ça a été vraiment cette transformation technologique à travers le temps. Elle a été intégrée pas mal dans tous les différents secteurs qui se rattachent de près ou de loin aux finances. Puis ça, c'est quand même assez large comme domaine. Évidemment, quand on passe à certaines FinTech, celles qui nous viennent facilement à l'esprit, c'est tout ce qui était applications d'investissement, des applications de finances personnelles. Mais il y en a des domaines des fois, on n'a pas nécessairement tendance à penser que ce sont des FinTech, mais ce l'est quand même. Par exemple, tout ce qui est, mettons, gestion des propriétés. Tout ce qui est immobilier, souvent implique un grand aspect financier. Donc, on va parler aussi de FinTech, c'est-à-dire des PropTech. Souvent, les termes n'ont pas été nécessairement traduits vers le français, donc ça va être des termes plus anglophones, comme PropTech. D'ailleurs, je m'excuse d'ailleurs pour tout mon franglais durant la conférence. Mais bon, donc, toutes ces nouvelles technologies incluent d'une part ou d'une autre la FinTech, puis même certaines technologies qui initialement n'étaient pas des FinTech commencent à rajouter une composante financière à leurs produits, ce qu'on appelle aujourd'hui des TechFin. Donc, c'est super intéressant et donc, toutes ces transformations numériques ont nécessairement aussi changé le milieu de l'emploi, d'où notre fameux panel avec nos invités, Benoît et Marc-André, que je vais inviter d'ailleurs à l'instant à se joindre à moi sur le panel. Qui vont pouvoir vous parler aussi de comment cette transformation numérique a pu avoir une influence sur le terrain des emplois et qu'est-ce qu'on peut s'attendre aussi dans le futur par rapport à ces changements dans la FinTech. Donc, merci Benoît et Marc-André de vous être rejoints à nous. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, bonjour. Ça va très bien. Merci, Karina. Très belle présentation. Mais merci. Écoutez, j'aimerais ça d'abord vous introduire un peu plus ouvertement à l'équipe. Je vais fermer mon screen share. Donc, Benoît, je vais commencer avec toi. Tu es directeur talent chez Finance Montréal. Peux-tu nous parler un peu plus amplement de c'est quoi Finance Montréal et c'est quoi ton rôle à l'intérieur de Finance Montréal avant de débuter toute autre chose? Absolument, je vais faire ça en 30 secondes, j'ai l'habitude. Donc, Finance Montréal, c'est une grappe industrielle. Une grappe industrielle, ce n'est pas nécessairement les représentants juste d'une industrie, mais davantage d'un écosystème autour de l'industrie. Donc, on a une dizaine de grappes industrielles au Québec. Finance Montréal, évidemment, porte bien son nom. On est les représentants de l'écosystème qui supporte l'industrie des services financiers de Montréal et de l'ensemble du Québec. Donc, on travaille autant avec les universités qui forment les gens qu'avec le gouvernement qui encadre les institutions financières, qu'avec les institutions financières elles-mêmes. Une grappe industrielle, c'est un petit organisme. Chez nous, on est une vingtaine de personnes. Donc, on le fait avec les intervenants de l'industrie. On travaille avec des bénévoles, donc des gens qui sont les exécutifs des banques, les doyens et doyennes des universités et leurs équipes, pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'en vient pour notre industrie, puis c'est quoi l'impact pour chacun des joueurs d'écosystème. Dans cet ordre d'idée-là, moi, je m'occupe du chantier talent, chantier ressources humaines, ça a apporté différents noms. Donc, moi, ce qui me préoccupe dans mon quotidien, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'en vient en termes de développement des carrières, de développement de compétences, de besoins de main-d'œuvre pour les 5-10 prochaines années pour l'industrie du Québec. Donc, je regarde les plaques tectoniques, ce qui se passe avec les technologies, de ce qui se passe avec la COVID, par exemple. Donc, ça va donner quoi comme impact pour le Mouvement des Jardins, pour la Banque nationale, pour TixMate, pour différents joueurs qui sont dans notre écosystème. Donc, en 37 secondes, c'est ce que je fais. Super. Non, super intéressant. Merci beaucoup, Benoît. Je vais sauter à toi tout de suite, Marc-André. Tu es le cofondateur de TixMate. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise, comment ça en est venu et aussi, c'est ça, de ton rôle aussi au sein de l'entreprise?
Oui. Bon, là, TechSmith a été fondé il y a 8 ans et demi maintenant. C'est un ancien collègue de travail qui est venu à moi, qui a dit « Ah, ben, j'ai une idée, on va vendre de l'information financière. » Dans les années 96, dans les années 90, j'avais fait un peu ça avec cette personne-là, avec Francis, en fait. Et à ce moment-là, j'étais chez Desjardins, puis ça faisait 8 ans, puis c'était assez long. En fait, chez Disnap, chez Valeur Mobilier Desjardins, puis j'ai sauté sur l'opportunité de recommencer une nouvelle compagnie, un nouveau start-up. Après 8 ans, on a fait quelques pivots. Présentement, bon, je suis CPO, Chief Product Officer. Le produit, présentement, c'est une boutique de vente d'informations en ligne. En anglais, on l'appelle Enterprise Data Web Store. Ça permet à des institutions financières ou à des producteurs d'informations de mettre en ligne leur information et de la vendre. C'est vraiment pour les producteurs d'informations et ça leur permet de faire des packages d'informations, de faire une stratégie de commercialisation sur cette information-là et à leurs clients de s'abonner à de l'information historique ou à des mises à jour journalières ou dépendamment si le fournisseur fournit en temps plus ou moins réel l'information. Alors, c'est notre produit, c'est un Enterprise Data Web Store. Si on veut faire une analogie, on est un peu le Shopify du data, en fait. On adore cette analogie-là. Merci Marc-André. Mais comme tu dis, j'aime ça des fois aussi parce qu'on a une communauté étudiante. Je pense que beaucoup d'entre eux sont au niveau baccalauréat. Beaucoup d'entre eux sont en train de penser un peu aussi à leur carrière, ou du moins, en tout cas, moi, je me souviens quand même de mon bac, je pensais beaucoup à ça. Tu t'as dit rapidement, Marc-André, que tu as travaillé avant chez Desjardins. J'aime ça, des fois, poser la question à mes panélistes, c'est quoi votre background? Qu'est-ce que vous avez fait avant de travailler dans vos entreprises respectives? Et j'aimerais ça savoir, comme tu t'es-tu juste lancé en affaires comme ça ou tu avais déjà un peu une expérience entrepreneuriale précédemment? Pour moi, non, en fait, c'est vraiment drôle parce que je regardais ton logo, ta première slide là, qui disait bourse, 2.0, la FinTech 2.0, là. Ouais, Tu avais bourse numérique puis banque. Ben, moi, je suis sorti de la Polytechnique en génie informatique en 91, la deuxième cohorte de génie informatique. Puis je suis rentré dans une FinTech. Mais ça n'existait pas le mot FinTech là, en 91, là, mais on était une FinTech. On a créé en fait, on vendait des cotes boursières sur Minitel en France. Probablement que personne de vous savait c'est quoi, là. C'est un espèce de terminal que les Français avaient créé puis qui mettait à la place des téléphones. Puis ils pouvaient faire des recherches. En fait, c'était l'Internet avant l'Internet, mais sur un réseau très, très fermé. Puis on vendait aussi des cotes boursières à travers des modems, des babillards et ainsi de suite. Puis en 92, on a créé le premier système de transactions en ligne boursier avec TD Waterhouse. En fait, on a permis les premières transactions d'investisseurs, des investisseurs personnels, pas institutionnels, pour placer des ordres directement en ligne, directement sur la bourse. Puis en 96, on a créé les premiers sites de transactionnels sur Internet en HTML pour la banque. Notre premier client, c'était HSBC Canada, mais en 98, on était... en 99, il y avait 90% de toutes les transactions boursières placées en ligne qui passent à travers nos systèmes. On s'est fait acheter par une compagnie. Je suis resté là pendant
30 ans. Mais quand je suis rentré dans cette compagnie-là, dans la FinTech, j'étais employé numéro 4. On était 4 personnes. On a monté à 65, on s'est fait acheter en 99. Je suis resté là pendant 3 ans de temps. Puis après, bon, j'ai ultimement été travailler pour Disnap pour gérer leur site transactionnel. Puis c'est ça. Puis 8 ans après, j'ai commencé TechSmith. Quand j'étais à Polytechnique, la bourse, je connaissais absolument rien de ça, puis ça ne m'intéressait même pas pantoute, mais je savais que je voulais travailler dans une petite compagnie, puis bâtir quelque chose. Puis j'ai eu la chance de rentrer comme la 4e personne dans cette compagnie-là, puis ça a bien été. Tu as eu la piqûre, on peut dire, là. Ouais. Ben, en fait, ça fait presque bientôt 30 ans que je suis dans le domaine. Tu veux pas ton âge tout de suite, là, t'es pas obligé de te mettre à nu comme ça. Non, mais c'est en 91, je suis sorti d'école en 91. Super. Mais c'est le fun à voir aussi. Puis je pense que toi, tu avais quand même, tu as eu la chance justement de rentrer comme ça, puis d'avoir une première expérience entrepreneuriale. Je pense que c'est un super bon tremplin si tu veux après te lancer en affaires, de pouvoir travailler comme ça dans une start-up. Ouais. Je suis curieuse de savoir, parce que je pense que Benoît, un petit oiseau m'a dit que tu as aussi fait un peu d'entrepreneuriat avant de travailler à Finance Montréal. Est-ce que tu voudrais un peu nous parler de ton parcours aussi rapidement? Oui, ben, c'est plus de l'intrapreneuriat dans mon cas. Là. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a touché à plusieurs industries. J'ai travaillé dans le pétrole pendant plusieurs années, donc sans aucun lien avec la finance. Puis à un moment donné, j'ai fait une transition de carrière au tournant de la trentaine. Je me suis en allé en ressources humaines parce que j'ai réalisé que ce que j'aimais le plus faire dans la vie, c'était d'accompagner des gens à travers des changements qui vivaient dans leur carrière, dans le monde du travail. Donc, j'ai travaillé pour General Electric, la division financière, donc on connaît sous le nom de GE Capital aujourd'hui. Moi, je travaillais pour une subdivision qui s'appelait GE Money, là, qui n'existe plus, emportée justement par la crise de 2008, qu'à peu près personne qui nous écoute a connu vraiment. Bref, c'était une autre époque. Et puis, suite à ça, j'ai dirigé un service de placement universitaire. Et puis là, j'ai eu la piqûre pour l'accompagnement d'individus dans leur cheminement de carrière. Et lorsque Finance Montréal m'a appelé, moi, j'étais l'employé numéro 3. Donc, c'était un OBNL. Et c'est pour ça que je parle d'intrapreneuriat. Évidemment, un OBNL ne sera jamais coté à la bourse, ne sera jamais revendu. Donc, on bâtit des projets de l'intérieur. Et puis, ben, on avait une grande marge de manœuvre justement pour essayer de créer cette grappe-là, faire plein de projets, plein d'événements, essayer de mettre Montréal et le Québec sur la map monde. Donc, j'ai dirigé ce chantier talent-là jusqu'à maintenant. Ça va faire bientôt 8 ans. Et j'ai un grand plaisir à rencontrer et à écouter beaucoup des profils super intéressants comme celui de Marc-André. C'est super inspirant parce que les entrepreneurs puis beaucoup de gestionnaires, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils font l'histoire de notre industrie. C'est des acteurs de premier plan de notre industrie. Puis on est dans une industrie qui continue d'évoluer à vitesse grand V. Donc, aussitôt qu'on met le pied dans cette industrie-là, même si on est dans un grand groupe, on a des fois la chance de participer à la marche, à l'avancée des choses. Même si on est un employé tout récemment gradué. Donc c'est ça. Donc, je suis devenu un expert d'écosystème, je suis devenu un expert de facilitation, de faire en sorte que les gens se rencontrent, de répondre à des questions qui n'ont pas de réponse pour des gens qui regardent, qui me demandent de regarder dans une boule de cristal pour prévoir ce qui va arriver en 2030. Puis, accessoirement, je suis coach en transition de carrière, donc j'accompagne des gens chaque année dans leurs défis de carrière là, dans mon petite entreprise que j'ai à temps perdu. Donc c'est ça mon parcours. Essentiellement, moi, je n'avais jamais touché ou parlé vraiment de la finance avant d'explorer cet univers-là. Alors, je l'ai exploré avec un regard un peu neuf, un peu naïf aussi. J'ai posé des questions vraiment de base là, dans mes premiers meetings à Finance Montréal. Je ne comprenais absolument rien de ce que mes collègues racontaient. Donc, il a fallu que je fasse mes devoirs.
8 ans plus tard, ça s'en vient. I'm slowly getting there, comme on dit en français ou en latin. Donc, bref, c'est un peu mon parcours. Super intéressant. Écoute, je relate, excusez l'anglicisme, je relate tellement. Je veux dire, moi, il y a 3 ans, je ne savais pas c'était quoi une start-up. Fait que, on apprend sur le tas. Je pense que des fois, il faut juste se lancer dans un milieu, puis c'est là qu'on découvre. Donc, super intéressant, vraiment des beaux profils. J'ai le goût de sauter un peu sur l'état de l'écosystème, mais avant, je sais que j'ai oublié de le mentionner. Pour tous les gens qui nous écoutent, tous les gens qui sont sur le panel, je sais que vous ne pouvez pas voir vos collègues, mais si jamais vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat pour nos panélistes. N'hésitez pas à les partager et aux panélistes et à tous les autres participants autour. Je pense que ça peut être super pertinent, fait n'hésitez vraiment pas à le faire et donne-moi 2 secondes. C'est moi qui n'arrête pas de tiquer depuis tantôt. Donc, c'est ça. Donc, on revient à nos moutons. Donc, Marc-André et Benoît, je pense que ça fait quand même un certain bout de temps que vous êtes dans le milieu. Je veux parler un peu de l'écosystème. On parle souvent, en fait, on se compare souvent aux autres. En termes de talent, si on regarde un peu les profils au Québec et à Montréal, comment vous trouvez qu'on se situe par rapport au reste du Canada, mettons, Montréal par rapport au reste du Québec? C'est quoi vos opinions par rapport à ça? Benoît, je vais te laisser commencer. Ben, merci. Marc-André, n'hésite pas. La question est large, là, ça dépend de quel point de vue on le prend. Si on regarde juste en termes d'industrie, si on compare par exemple Montréal avec son équivalent à Toronto, avec l'équivalent ontarien, ben, il y a 150 000 emplois pour l'ensemble du Québec dans l'industrie des services financiers. 100 000, donc 2 sur 3 se concentrent vraiment dans la grande région de Montréal. Si on regarde avec Toronto, ben, on double ou on triple ce chiffre-là. Donc, il y a 200-250 000 personnes qui travaillent dans l'industrie à Toronto, autour de 350-400 000 dans l'ensemble de l'Ontario. Donc, l'Ontario au Canada, c'est vraiment la place financière numéro 1. Par contre, ce qui distingue le Québec, c'est que bien qu'on soit numéro 2, on est un très bon numéro 2. On est un très bon numéro 2 pour plein de raisons. D'abord, l'ensemble des fonctions financières sont présentes dans notre écosystème. Il faut comprendre qu'il y a des endroits dans le monde qui sont très réputés, mais qui sont réputés pour une spécialité, où on ne peut pas retrouver l'ensemble des fonctions financières, où il y a peu ou pas d'assureurs, où il y a peu ou pas de gestionnaire d'actifs. Donc, chez nous, on a vraiment une palette très, très, très large de métiers. En fait, l'ensemble des métiers se retrouvent au Québec à peu de choses près. On est aussi une pépinière de talent dans le sens où, bon an, mal an, le Québec attire à peu près 40 à 50 000 étudiants étrangers. Bon, dans la dernière année, ça n'a peut-être plus ou moins pas paru, là, mais en temps normal, quand les choses vont bien, le Québec Montréal et la Ville de Québec sont dans le top 10 des places étudiantes dans le monde. Donc, on est une pépinière de talent. Donc, au niveau talent, ça va bien. Au niveau talent, ça va bien. Globalement, je te dirais qu'on n'a pas à rougir par rapport au reste du Canada ou même au reste du monde. Super, vraiment, ouais, oui, tout à fait. Je pense qu'on peut se considérer comme une plateforme de talent, là, donc c'est excitant de savoir ça. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Marc-André, par rapport moi, je suis plus, je n'ai pas autant d'informations que Benoît. C'est sûr que moi, j'engage plus des informaticiens, des project owners, des product owners, des billets, des analystes d'affaires, QA et compagnie. Mais bon, en fait, j'engage depuis les années, à 4, là, j'engageais déjà ma 2e année de travail. Fait que j'ai vu une évolution un peu avec l'arrivée des Morgan Stanley puis de plus de compagnies qui fait de la fintech ou en tout cas de l'informatique dans le domaine financier. Mais encore aujourd'hui, c'est très difficile de trouver du monde en informatique. Là, puis quand je dis du monde en informatique, c'est pas juste des développeurs, là, mais c'est tout l'écosystème qui connaît les marchés financiers. C'est pas facile, mais de toute façon, j'ai réalisé depuis 30 ans, j'engage très peu de personnes qui ont les connaissances. En fait, c'est un atout quand ils m'arrivent avec des connaissances du marché. La majorité du temps, comme moi-même, quand j'ai commencé à travailler,
j'avais aucune idée c'était quoi de la bourse. Puis, finalement, je me suis pas payé débrouillé. Mais on fait beaucoup de formations. On explique c'est quoi le domaine financier pour nous. C'est sûr que je ne suis pas dans le bancaire, je suis pas mal plus capital market, les marchés des capitaux, mais on fait de la formation. Puis bon, FinTech. En fait, moi, j'ai fait le certificat, votre certificat, il y a 2 ans. Et je me suis amusé. Tu à te mettre au jus directement pour être capable de... Oui, je me suis très amusé dans ce certificat-là. Le professeur était extrêmement intéressant. Léal. Je peux témoigner, je suis moi-même en train de suivre la certification. Ouais. Je sais que je suis dans l'organisation, mais écoute, on se met à jour à tous les moments parce qu'on travaille aussi. Le secteur évolue tellement rapidement qu'on bénéficie aussi à se mettre à jour constamment. J'ai fait cette formation-là pour encourager au moins, on était 3 personnes de TechSmith. Fait que j'avais au moins 2 autres employés. J'avais 2 employés qui sont venus faire la formation avec moi. Puis ça les a quand même donné beaucoup de vision. Là. Je suis curieuse de savoir, est-ce que ça vous arrive des fois d'engager du monde qui ont vraiment une bonne connaissance du milieu, puis tranquillement, eux vont chercher une formation plus technique, disons, là? L'inverse, disons, de ce que tu Oui. C'est arrivé dans des cas où est-ce que je les ai engagés initialement comme business analyst puis j'en ai un qui vient de finir un certificat en Big Data à McGill, en fait. Il a commencé comme business analyst. Il avait une formation d'économiste financier. Puis il a eu la piqûre à travailler avec des développeurs. Il a dit moi, je veux faire une formation de Big Data. J'étais super heureux. Ah, mais c'est cool, mais oui, ça ouvre des portes aussi à tous les types de background. Là. Je pense que c'est intéressant à avoir en tête. Donc, c'est ça. Je pense que je vais revenir un peu à ce que tu dis, Marc-André. Ça fait quand même longtemps que les deux, vous êtes dans le milieu des finances. Je ne veux pas vendre votre âge, là, mais comme je pense que ça fait quand même quelques années que tranquillement, vous avez découvert le milieu. Vous avez été quand même témoin un peu de cette transformation-là. On parlait de 2008 tantôt. Comment est-ce que ces emplois-là ont changé? Je pense que Marc-André a un peu touché le point en disant que tranquillement, vous engagez de plus en plus du monde vers des milieux plus techniques. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments ou facteurs qui font que justement, ce que vous engagez comme talent autrefois, ça a changé avec le temps? Les secteurs d'emploi, comment ils ont évolué? Je vais peut-être poser la question à toi, Benoît. Genre, je peux un peu mettre la table de façon un peu macroscopique. Là. Si on regarde aujourd'hui un grand joueur, que ce soit un joueur canadien, québécois ou américain, si vous allez dans la section carrière de Morgan Stanley ou de peu importe le grand joueur, puis vous regardez là, tous les postes qui sont offerts en ce moment. Vous allez avoir entre 40 et 60 des postes qui sont soit des postes purement technologiques ou à forte saveur technologique. Donc, c'est vraiment une industrie en ce moment et depuis 7-8 ans qui est en transformation assez accélérée, très, très rapide. Donc, la portion techno, avec toute la palette là, que ça implique, là, du data scientist en passant par le développeur, puis par je ne sais pas moi, la gouvernance des données, bref, toute cette palette-là est omniprésente et on a vu l'accélération de cette transformation-là, donc des besoins en talent qui correspondent. On a vu aussi la part des... on disait tantôt, puis tu l'as très bien positionné, Karina, d'entrée de jeu, la FinTech, c'est la contraction de 2 mots, mais une banque aujourd'hui se définit aussi comme une FinTech, un assureur se définit aussi un peu comme une FinTech, parce que la part de technologie et de rôle technologique a comme doublé depuis 10 ans. Donc, avant, il y avait 5 % de gens qui travaillaient au sein des départements TI chez un grand joueur. Aujourd'hui, ce sont 10, 12, 13 %. Je vais même ajouter un élément, les startups ou l'univers FinTech là, des startups, donc les joueurs en périphérie qui viennent appuyer les grands joueurs, les grands groupes, c'est tout près de 5 ou 6 000 emplois au Québec en ce moment. C'est 5 ou 6 000 emplois là, qui étaient à peu près pas existants il y a une dizaine d'années. Il y avait des joueurs marginaux qui étaient là, bien établis, mais le gros de cette progression-là s'est fait très, très dernièrement. Donc, il y a
grande part de techno, mais ça ne veut pas dire par ailleurs que si tu n'as pas une formation techno, tu n'as pas ta place, là. Mais il y a des ajustements, il y a des cours qui commencent à apparaître, comme le certificat de FinTech Cadence, et certains programmes cours ici et là qui apparaissent, là, qui pop là, dans le monde universitaire. Tout à fait. Ouais, vraiment super. Je pense que c'est quelque chose à garder en tête, là, surtout quand on travaille de près ou de loin au secteur de la finance, là. Marc-André, en termes de futur, peut-être je saute peut-être du coq à l'âne, là, mais comme justement, comme de plus en plus vous engagez dans le secteur plus technique, c'est quoi vos prochaines embauches? C'est quoi vos, mettons, Mais ça, c'est relié à la croissance de la compagnie, là. Mais définitivement, on a toujours des embauches techniques. Présentement, on cherche de l'assurance qualité. Mais de l'assurance qualité, pas nécessairement pour peser sur des boutons, mais plus de l'automation de l'assurance qualité. On a définitivement du marketing. On a aussi des postes en vente qui sont ouverts. Mais bon, on est 61. On est probablement à 80% technique dans notre startup. Puis, c'est ça. On est en agile, donc des PO, des Scrum Masters, des développeurs, des QA. C'est super important pour nous autres. Puis, comme je te dis, des 6000, on a 1%, donc on a 60 personnes. Je suis fier d'avoir 60 personnes. Non, mais c'est assez impressionnant. 60 personnes, c'est quand même pas une petite entreprise. Je pense que ça fait quand même plusieurs années que vous êtes là, mais je pense qu'on peut dire que vous n'êtes plus vraiment au stade de start-up. Vous êtes quand même assez bien établi aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est tout à votre honneur pour TechSmith. Ouais. Pour ce qui s'en vient aussi, comme des tendances du marché, est-ce qu'il y a des secteurs qui vous excitent ou du moins que vous avez hâte de voir se développer davantage? Juste une question comme ça. Peut-être Marc-André, toi, allez, veux-tu y aller? Ouais. Moi, c'est l'automation. C'est tout ce qu'on peut faire pour ne pas avoir à aller à la succursale. En fait, j'ai signé une hypothèque il y a 2 ans, puis il a quand même fallu que j'aille à la succursale 2 fois. Ça n'a juste aucun bon sens. Ça n'a plus d'allure. Puis j'espère qu'avec la pandémie, j'ai entendu dire que dans les financial advisors, les planificateurs financiers, n'ont plus nécessairement besoin d'avoir une signature face à face pour ouvrir un compte. Là. Je me suis fait dire que ça pouvait se faire, mais... Ça dépend des institutions. Là. Moi, je viens d'ouvrir un compte conjoint. Il a quand même fallu que j'aille en personne. Là. Fait que, on est en 2021, post-pandémie. Ouais, non, ça, je suis juste plus capable de comprendre ces choses-là. Puis, c'est sûr, l'open banking, l'information, votre information. Moi, ultimement, je veux que tout le monde devienne un vendeur d'information. Puis, éventuellement, de leur information, l'information qu'ils vont vouloir divulguer et qu'ils puissent avoir le contrôle sur leur information. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu le terme open banking, c'est justement la possibilité d'avoir un certain droit de regard sur ses propres informations bancaires. Là. Donc, intéressant. Puis toi, Benoît, est-ce que tu as des secteurs qui t'intéressent ou que, du moins qui t'excitent, que tu regardes aller et tu es comme ouf? Chez nous, on fait beaucoup d'études pour essayer de comprendre ce qui s'en vient. Puis il y a 2 ans, on a fait une étude sur l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur notre industrie. Puis donc, on est en 2018 à peu près, 2019, quand on a publié l'étude, à l'horizon de 2025. 2025, ça, c'est demain matin. Puis la conclusion, c'était qu'à peu près 45% des métiers allaient être impactés par justement l'automatisation de processus, l'intelligence artificielle. Ce que ça veut dire, ça veut dire que globalement, on est dans une industrie, je le mentionnais auparavant, qui est en pleine transformation. Et cette transformation-là, c'est super excitant parce que
ça crée énormément d'opportunités pour bien des gens. Puis je pense aux personnes qui nous écoutent en ce moment, il peut parfois paraître un peu compliqué notre univers. L'univers financier, c'est un univers qui est assez opaque, qui est assez complexe, qui peut sembler traditionnel. Puis, vous avez en partie raison. C'est le rapport qu'on a avec une industrie, c'est souvent un rapport qui est dicté par d'abord notre rapport de consommateur avec l'industrie. Donc, quand je vais travailler en aéronautique, c'est que j'ai pris l'avion et j'ai trouvé ça formidable de prendre l'avion. Quand je travaille dans une industrie où ça prend 3 signatures puis 4 jours pour ouvrir un compte, mon rapport avec cette industrie-là peut paraître un peu négatif à la base. Mais derrière cette apparence-là se cache vraiment une industrie qui est en transformation massive et rapide. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités pour vous réellement d'ici les 2, 3, 4 prochaines années maximum. Donc, ça c'est vraiment excitant parce qu'il y a une part d'inconnu aussi là-dedans. Par ailleurs, si on regarde les secteurs vraiment en très, très forte demande, là, la finance durable en général, puis son penchant ou son pendant techno, là, je ne sais pas comment on appelle ça, la finance durable tech ou la ESG tech. Oui. Bon, parfait. Et tout l'aspect de cybersécurité, là, c'est vraiment des chantiers chez nous là, auxquels on s'intéresse de plus en plus parce que nos membres, finalement, s'y intéressent. Donc c'est plein d'éléments, en fait, de changement qui sont, encore une fois, je le répète, des opportunités là, pour vous qui nous écoutez. Là. Tout à fait. Tout à fait. C'est des secteurs que en tout cas, si j'étais encore aux études, je m'intéresserais beaucoup parce que, bon, c'est sûr qu'on va les voir. Et puis, effectivement, comme quand tu dis ESG, je pense que, la plupart, surtout les nouvelles générations, je m'inclus là-dedans, on prend à cœur tout ce qui est environnemental, on prend à cœur une certaine responsabilité sociale aussi dans nos choix qu'on fait, que ce soit financier ou autre. Fait que je pense que, justement, tout ce qui est des finances durables n'aura pas le choix d'être à l'avant-plan là, dans les prochaines années. Là. Fait que, effectivement. Super intéressant. Pour les étudiants qui nous écoutent, justement, comme on a redonné un petit peu des cues sur quel type d'emploi qu'ils peuvent retrouver, mais aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question des fois quand tu vas poser ta candidature, c'est quoi les erreurs fréquentes que tu peux faire en tant que potentiel candidat? Je vais commencer avec toi, Marc-André. Je pense que tu as eu la chance d'engager beaucoup de gens récemment. Genre, c'est quoi les erreurs fréquentes que tu vois quand tu as justement des étudiants qui viennent poser leur candidature? La première erreur, c'est de ne pas considérer un start-up ou une petite compagnie comme employeur. Ça, c'est la première erreur. Parce que, bon, c'est ça. Quand que vous pensez que vous voulez travailler en finance et qu'il y a juste Desjardins, Banque nationale, BMO et compagnie, là, non, il y a d'autres mondes que ça. Puis ça peut être très, très intéressant. Ça va être différent. C'est sûr que, bon, c'est pas la sécurité d'emploi, c'est pas le... Je pense qu'on est très... c'est travailler pour un start-up ou une grande entreprise. Puis, ça dépend de ton intérêt. Moi, je suis sorti de l'école, puis je savais que je voulais travailler, pas pour un CGI ou un CAE ou des consultants. Je voulais commencer dans une micro-entreprise. Puis c'est ça qui est arrivé. C'est bon pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais ne discountez pas excusez-moi le mot d'anglais, mais n'oubliez pas les plus petites entreprises. Deuxièmement, faites vos recherches. Soyez diligents sur les entreprises auxquelles vous appliquez et surtout, aimez ce que vous allez faire. Parce que faut être persévérant. Puis si vous aimez ce que vous allez faire, vous allez être persévérant. Et vous allez aimer travailler. Excellent conseil, je suis 100% d'accord. Surtout l'aspect de ne pas oublier les startups. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, des fois, comme tu dis, c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas nécessairement la sécurité d'emploi dans certains cas, mais en même temps, ça peut aussi servir de tremplin dans certaines situations. Ça peut être une merveilleuse première expérience pour ceux qui n'ont jamais lancé. Puis,
il y a quand même une certaine liberté. Puis je pense que tu en as parlé un peu tantôt en disant quand tu étais numéro 4 dans ta première entreprise, tu sais, on finit par toucher un peu à tout, à développer aussi cette espèce de compétences dans plusieurs différents domaines qui après valent de l'or pour tous les autres employeurs que tu peux aller appliquer. Donc, Oui. je- Il faut vouloir, il faut être intéressé à toucher à plusieurs choses aussi. Il y a du monde qui veulent se vraiment focuser, puis devenir des grandes stars de cette petite partie-là, mais on a besoin de ces personnes-là. Mais quand tu commences dans un start-up, il faut que tu sois prêt à faire tout. Tout à fait. Benoît, as-tu quelque chose à rajouter concernant justement les erreurs à ne pas faire? On ne s'est pas coordonné, Marc-André et moi, mais j'aurais commencé justement par ça, par sous-estimer pas les opportunités dans les plus petits joueurs, les plus petites entreprises. Parce que c'est pas parce que vous ne connaissez pas ça que ce n'est pas intéressant. Un autre conseil aussi, c'est l'industrie des services financiers, comme beaucoup d'industries, ce n'est pas une industrie qui est homogène, qui est partout pareil. Il y a énormément de métiers que vous ne connaissez pas. Il y a énormément de sous-secteurs de l'industrie que vous ne connaissez pas. C'est normal que vous ne les connaissiez pas. C'est une industrie, on le disait tantôt, qui est quand même assez complexe. Passez un peu de temps à essayer de comprendre. Ne mettez pas de côté des choses que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de sous-secteurs extrêmement intéressants. Malheureusement, il y a certains métiers là, qui font figure un peu de proue là, quand on étudie en finance. Souvent, on veut être investment banker, on veut être trader. Tu sais, cette espèce de vision un peu hollywoodienne des marchés, de la compétition, de la grosse argent, des deals incroyables. Ça existe, mais ce n'est pas la majorité des emplois. C'est une industrie qui est beaucoup plus diversifiée que ces deux modèles-là qu'on nous ressasse constamment dans Le Loup de Wall Street et d'autres films d'Hollywood. Donc, on a une industrie qui est beaucoup plus large que juste le peu qu'on nous montre publiquement, puis le peu dont on nous parle souvent sur les bancs d'université. Tout à fait, tout à fait. Puis oui, puis aussi, des fois, comme c'est des emplois qu'on ne connaît pas, fait que si on ne se lance pas un peu à l'aveugle, on n'aurait jamais découvert ça. Puis, je veux dire, moi, je prends souvent mon exemple comme exemple parce que je trouve que c'est quand même intéressant, mais moi, j'ai un background en biologie. Ça fait que je me suis ramassée en FinTech. Évidemment, tu sais, comme ça n'a aucun rapport. J'aurais jamais pensé, je ne connaissais pas du tout le milieu, mais en même temps, quand on trouve sa niche, puis quand on découvre un nouveau milieu, puis qu'on s'y plaît, je veux dire, c'est juste une belle circonstance, là, donc il ne faut pas se fermer. Et puis, il y a beaucoup d'aide aujourd'hui. Il y a vos centres de carrière universitaires, mais il y a aussi pas des associations, mais des entreprises comme Academos qui font du mentorat en ligne gratuitement. Il y a beaucoup d'opportunités maintenant qui se font, puis qui vous permettent d'ouvrir vos horizons, poser des questions des professionnels. Puis, il y a quelque chose de formidable qui s'appelle LinkedIn, qui est sous-utilisé. Si vous écrivez à quelqu'un qui a un métier qui pique votre curiosité, il y a 8 chances sur 10 que cette personne-là vous réponde. N'hésitez pas, les professionnels, là, qui des fois je réfère des gens en début de carrière, là, ils répondent parce qu'on est fiers de ce qu'on fait, on veut partager, on veut vous éviter des écueils, vous donner des indices. Donc, n'hésitez pas à sortir justement des sentiers battus. On a avec nous un ingénieur, une biologiste. Moi, à l'origine, je suis un prof d'histoire. Je n'ai pas été jusque-là. Mais puis, on est pourtant tous les trois dans cet univers-là. Donc, n'hésitez pas à aller au-delà de c'est tout à fait louable de le faire, puis c'est payant de le faire. Tout à fait, 100%. Je vais peut-être changer un peu de sujet. Je pense que, hier, c'était la Journée internationale de la femme. J'ai pris plusieurs hommes sur mon panel. Je regarde même les invités, il y a quand même plusieurs femmes, mais dans le domaine des finances, je pense que c'est un secteur qui est très, très, très dominé par les femmes. J'ai le goût de poser la question, pourquoi en 2021, alors que justement, il y a tellement d'incitatifs pour essayer d'aller chercher plus de femmes sur ce milieu, pourquoi il n'y a encore pas assez de femmes dans nos milieux? Puis c'est quoi les pistes de solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller en chercher davantage?
Écoute, je vais commencer avec toi, Marc-André. As-tu je m'excuse de te mettre sur le spot. Je sais que la question, ça ne se répond pas de même, mais... Oui, c'est très, 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 très malheureux, là. Puis, j'ai essayé, quand j'ai vu des statistiques, là. Premièrement, bon, dans ma compagnie, malheureusement, j'ai 10%, 12% de femmes, c'est malheureux. Notre head of sales est une femme, heureusement. Mais j'ai des PO, j'ai des QA, j'ai plus de développeurs. C'est tous des gars. J'en ai eu, mais ils ont dû partir. J'ai regardé à Polytechnique, puis tu sais, quand moi j'ai fait mon cours en informatique à Polytechnique, on était 30, il y avait 3 demoiselles. Fait que c'était 10%. Là, j'ai regardé les statistiques de 2019, puis ils sont à 15% en informatique. Ça n'a pas tant augmenté, ça. Ça n'a pas augmenté, puis pourtant, il y a eu des efforts, là. Je sais, à Polytechnique, là. Je ne suis pas socialiste, c'est pas mon domaine, mais c'est un peu décevant. Puis je sais pas c'est pourquoi. Puis, tu me demandes, y a-t-il du monde qui applique? Je ne penserais pas que c'est plus que 10% qui applique non plus. Déjà, le bassin de base n'est pas énorme. Mais... Oui. Mais c'est peut-être la partie technologique. Benoît, est-ce que as-tu des nouvelles encourageantes à nous partager, peut-être? C'est un sujet, la diversité en général, puis surtout la présence des femmes, qui est un sujet extrêmement important pour nous. Puis en passant, pour des raisons de valeur, mais aussi des raisons très, très terre à terre. C'est-à-dire que on en parle peu, mais le Québec, le Canada, l'Occident en général se dirige vers une pénurie de main-d'œuvre à cause du vieillissement accéléré de la population. Quand tu es dans une industrie qui ne réussit pas à attirer une portion importante de la population, il y a une personne sur deux qui est une femme. Donc, tu es tout de suite en situation de faiblesse potentielle avec ce qui s'en vient. La raison, puis Marc-André l'a souligné à juste titre, c'est que tu as à peu près 85% de diplômés en technologie qui sont des hommes. Que ce soit au niveau collégial, universitaire. Les proportions en finance, c'est à peu près du 60%. Quand tu contractes les deux, évidemment, tu viens encore de baisser des probabilités d'avoir quelqu'un en FinTech qui est de genre féminin. On étudie la mécanique de prise de décision de carrière en général depuis 2-3 ans chez nous. Puis, ce qu'on a réalisé, c'est que les choix de carrière vont se cristalliser au tournant de la fin du secondaire. Mais ils vont se cristalliser autour de modèles que les jeunes ont vus dès le primaire. Donc, nous, on faisait beaucoup d'interventions historiques sur les campus universitaires. Quelque temps après, on est allé vers les collèges. Mais on a réalisé déjà au collège, au collégial, au niveau des cégeps, c'était fait, là, les choix étaient déjà cristallisés. Donc, on s'en va tranquillement, mais sûrement, ce n'est pas une blague, vers des activités de niveau primaire et secondaire pour sensibiliser les jeunes femmes, les jeunes filles, enfants à autre chose, finalement, à leur présenter des modèles féminins en technologie, des modèles féminins en finance, décloisonner cette vision-là, un peu, comme je disais tantôt, machiste, là, du hyper compétitif, mâle alpha, là, qui est dans un gros deal là, avec d'autres mâles alpha, puis une espèce de guerre. Là. Il y a vraiment un décloisonnement de l'image, puis on y travaille lentement, mais sûrement, entre autres avec notre comité jeune, là, dont un de ses missions, justement, c'est de libérer cette image-là, de l'ouvrir à toutes les palettes de la diversité, entre autres hommes-femmes. C'est un passage obligatoire. Là. On ne peut pas se permettre en 2021 de ne pas avoir une image d'une industrie aussi large qui n'est pas aussi variée que la population qu'elle dessert. Là.
Tout à fait, tout à fait. Je sais, puis c'est 100% une question d'image. Récemment, je parlais à une collègue, puis j'étais comme, ah, il me semble que je te verrais en fintech. Puis la réponse était comme, ben non, là, je ne suis pas une fille qui tripe sur Elon Musk, qui passe mon temps sur Reddit à regarder c'est quoi les prochains trucs à acheter en bourse. Tu sais, c'est un peu ça l'image qui nous reste quand on parle de fintech, puis c'est vraiment désolant parce qu'on doit briser ce stéréotype-là, genre pour aller chercher un peu plus de gens. Juste une parenthèse, si tu me permets, c'est quand même un point intéressant. Dans l'univers de la finance durable, c'est un univers qui est majoritairement féminin. Donc, on voit ici et là des sous-secteurs qui vont être investis par davantage de femmes. C'est quand même l'exception. Les autres sous-secteurs sont davantage de masculins. Mais quand même, la finance durable qui a le vent dans les voiles, c'est vraiment davantage, attire beaucoup, beaucoup les jeunes femmes et les femmes en général. Ça ne m'étonne pas. Juste, je vais sauter rapidement à une question parce que tu l'as mentionné, Benoît, mais après ça, je vais prendre une question du public. Tu as mentionné le comité Jeunes de Finance Montréal. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus amplement de c'est quoi ce comité-là et pourquoi vous l'avez mis en place? Oui, en 45 secondes, je vais essayer de faire. 45 secondes, let's go. Alors, il y a 2 ans, nos membres, donc les CEO de nos membres, nous ont demandé de faire justement quelque chose pour attirer plus de jeunes dans l'industrie, pour décloisonner l'image. Donc, on a créé ce comité-là qui est composé de jeunes qui travaillent pour nos membres. Les jeunes, on s'entend, c'est des gens de moins de 40 ans qui sont autour de nous. On a une quinzaine de membres autour de ce comité. Et on s'est tout de suite donné la mission, justement, de décloisonner, à partir du primaire jusqu'à l'universitaire, l'image de cette industrie-là. On s'est donné des codes de valeur. On a dit qu'on allait parler d'une industrie qui est diversifiée, ouverte, humaine. Donc, ce n'est pas des mots spontanément qu'on associe à la finance. Mais on a voulu donner ce langage-là à cette industrie-là. On a fait des vidéos, des partenariats avec Academos, on a fait des podcasts. On avait un plan de faire beaucoup de tournées d'école cette année, évidemment. On ne l'a pas fait pour des raisons évidentes, mais on va le faire en 2022. Donc, d'aller montrer des modèles autres à des jeunes dès le primaire et le secondaire. Puis de faire parler des gens de 20, 21, 25 ans qui ont des métiers en ce moment avec des parcours différents chacun, puis leur poser des questions, pas juste sur leur job, mais sur leur vécu puis leur passion. Donc, d'humaniser un peu les métiers. Donc, c'est vraiment ça la mission du comité jeune. Notre parrain, c'est M. Guy Cormier du Mouvement des Jardins. Donc, c'est quand même quelque chose qui est pris au sérieux chez nous, là, dans lequel on met beaucoup, beaucoup de ressources depuis 2 ans, mais vraiment depuis 1 an et demi dans sa phase opérationnelle. Super excitant. Donc, j'invite les étudiants à aller regarder sur votre page, en savoir plus. Absolument. J'ai plusieurs questions du public. Une première qui est de quelqu'un anonyme qui demande, est-ce que vos compagnies respectives offrent des emplois d'été aux étudiants possédant un baccalauréat? Donc, je conseille toi, Marc-André, peut-être que tu veux répondre. Oui, en fait, typiquement, on a deux stagiaires à l'automne, au printemps-été, puis 2 stagiaires automne-hiver. Cette année, on en a 2. On a un printemps-été et on est encore ouvert pour automne-hiver. Mais oui, les stages, c'est important. Puis, on a plusieurs stages qui sont devenus des employés. Là. Pour nous, c'est important. C'est une manière de recruter. Puis, si jamais les gens veulent appliquer, ils vont sur votre site web? Sur le site web de techspit.com. Je ne pense pas qu'il y en a présentement d'ouvert, mais ça peut arriver dans les prochains mois, probablement. Super. Benoît, est-ce que je relance la question, peut-être que Finance Montréal... Bien, nous, pas en tant que tel, parce que nous, on accompagne nos membres. Donc, nos membres, c'est les gens chez qui ou les joueurs chez qui vous allez faire vos stages. Par contre, je peux vous donner des chiffres, des tendances qui sont assez rassurantes. Au tout début de la pandémie, donc il y a 1 an, au mois de mars-avril, il y a eu un petit ralentissement au niveau de l'offre de stage pour l'été qui s'en venait à ce moment-là. Mais à la fin des comptes, là, à la fin de l'été, il y avait eu relativement le même nombre de stages que l'année d'avant. Donc, ce qui a été difficile, par contre, c'est l'intégration des stagiaires dans un contexte un peu
visaroïde pandémique. Donc, cette année, je pense que ça va être quand même, somme toute, assez positif. Une autre statistique intéressante, tout au long de la pandémie jusqu'à maintenant, dans notre industrie, donc les services financiers au Québec, le taux de chômage est resté toujours en bas de 2 %. On est même maintenant en bas de 1 %. Donc, ce que ça veut dire, c'est que globalement, on est en plein emploi. Donc, les stages deviennent une façon, en fait, de recruter. Faites attention, par contre, si vous dites, je termine ma session au mois d'avril, donc je vais me laisser un petit peu, 2 semaines de break, puis après, je vais chercher un stage au mois de mai, il est souvent trop tard parce que les stages d'été se déterminent davantage en ce moment qu'à minuit moyenne. Donc, il y a un décalage de temps. Faites attention des fois, surtout chez les grands joueurs, il faut s'y prendre d'avance pour avoir un stage, mais la quantité de stages ne devrait pas diminuer. Ou si elle diminue, ça va être de façon marginale. Personnellement, c'est sûr qu'au début de la pandémie, on a annulé un stage parce qu'on ne savait pas comment onboarder remote. Ouais. Mais depuis ce temps-là, on a engagé plein de monde. On a même engagé des stagiaires. Puis notre onboarding est très bon. Là. Mais c'était notre plus grosse problématique. Là. Comment est-ce qu'on onboard des nouvelles personnes? Super. J'ai une autre question du public que j'aimerais aborder. Une question d'Éric Morin qui demande est-ce que vous rencontrez des gros défis dans le recrutement de talents dans le secteur de la FinTech? On parle de pénurie dans plusieurs secteurs et que le recrutement à l'étranger bat des records. Est-ce que vous avez des commentaires à faire à propos de ça? Personnellement, on n'a pas eu. En fait, je pense qu'on avait peut-être plus de difficultés à engager. C'est parce que aussi notre niveau de recrutement a peut-être un peu diminué pendant la pandémie. Mais on n'a pas eu beaucoup de difficultés à recruter les postes qu'on avait besoin pendant la pandémie. Là, présentement, on a un poste de kiwi qui tarde à être rempli. Là. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de compagnies d'informatique qui ont été capables de grandir beaucoup, puis il y en a d'autres qui ont eu plus de difficultés. Là. Il y a peut-être une ouverture. En même temps, j'ai du monde qui sont partis travailler pour du monde des compagnies dans l'Ouest américain parce que tout le monde travaille de remote maintenant, puis ça leur dérange absolument pas d'engager du monde de n'importe où dans le monde. Nous, on essaie d'engager Québec parce qu'on a des subventions assez impressionnantes. Puis c'est important pour nous d'engager au Québec, puis éventuellement pouvoir se voir en personne. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Benoît, par rapport à ça. Pénurie, parfois de façon très localisée pour certains métiers spécifiques, oui, c'est des termes qu'on entend, qu'on voit, qui sont une réalité, là, mais globalement, le marché est assez en équilibre. Tout ce qui est technologie a vraiment tiré son épingle de jeu positivement avec la pandémie pour des raisons évidentes. On a vu qu'à travers la technologie, depuis 1 an, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pénurie. Puis on travaille avec les autorités concernées pour essayer justement de préparer le terrain pour attirer plus de gens dans ces métiers-là. Mais à ce moment-ci, pénurie, c'est un grand mot. Et les talents internationaux, oui. Oui, ça se fait en technologie, on le sait. Tu peux outsourcer beaucoup de choses en technologie, mais ça a aussi un coût. C'est-à-dire, il y a une façon de gérer, il y a une culture d'entreprise qui peut se perdre, une qualité parfois qui est difficile à... Donc, c'est pas une solution magique là, juste d'outsourcer à l'étranger, si je comprends le sens de la question. Là. Tout à fait. Puis ça peut aussi sécuriser certaines personnes qui ont peur que, justement, vu que le marché est rendu ouvert international, peut-être qu'il y a beaucoup moins d'opportunités. Je pense que tu réponds quand même bien à la question dans le sens où je pense que beaucoup d'entreprises vont vouloir rester au niveau local pour toutes sortes de raisons logistiques là, une fois que la pandémie va être un peu plus rétablie. Néanmoins, la désynchronisation géographique des postes, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus.
mais davantage pour des postes seniors très, très nichés, précis, qui demandent beaucoup de technologie. On le voit déjà chez nous, certains joueurs locaux, finalement, qui se font, en guillemets, voler des ressources pour travailler à Londres, mais à partir de Montréal. Donc ça se voit, on l'entend déjà. C'était quelque chose qu'on voyait peu, mais la pandémie a accéléré. Mais ça va rester pour l'instant marginal, puis beaucoup pour des postes de niche, là, des très hauts spécialistes. Là. Tout à fait. Tout à fait. Super, super intéressant. Petit dernier mot, je sais nous, on parle beaucoup du formaton, je vais en parler un peu plus après. Est-ce que vous pensez que des expériences comme le formaton, c'est des expériences pertinentes pour des étudiants qui veulent se lancer en finance? Oui, parce que ça t'expose aux défis des organisations. Tu sais, le formaton vient, tu as des joueurs seniors de l'industrie qui viennent te partager un peu leur expérience, mais aussi les problèmes à résoudre parce qu'il y a beaucoup de startups qui, en fait, une startup répond à un problème, donc apporte une solution à un problème. Puis, dans notre industrie, un des traits caractéristiques des entrepreneurs startups, c'est qu'ils sont un peu plus vieux que d'autres startups. Pourquoi? Parce que souvent, ils sont passés par l'industrie, ils ont compris un peu les rouages, ils ont identifié des problèmes, puis de là, ils arrivent avec des solutions. Mais le formaton te permet d'accélérer ta compréhension des défis de l'industrie, de parler de façon dans la vraie vie, on peut même leur serrer la main, là, mais à des gens seniors en one-on-one, donc en individuel. Puis, donc, c'est un accélérateur de compréhension de l'industrie. Puis, ils vont prendre en charge au niveau de comment se construit une startup, c'est quoi le processus de création d'une startup. C'est extrêmement intéressant. Puis moi, j'ai assisté il y a fort, fort longtemps, là, au tout début, alors que FinTech Cadence ne s'appelait même pas FinTech Cadence. Donc, c'est vraiment bien fait. Ils font bien les choses. Puis oui, le formaton, le coopératon aussi. Donc, tout ce qui est de cette nature-là, c'est vraiment comme un microcosme qui t'expose en quelques jours, quelques heures à beaucoup, beaucoup d'informations hyper pertinentes. Tout à fait. Tout à fait. Marc-André, je pense que pour arriver au milieu entrepreneurial, tu as déjà passé par le milieu startup. Est-ce que tu avais déjà fait un incubateur avant de. Ou t'as-tu fait un incubateur quand tu étais En fait, on a fait un incubateur de 8 ans avec TechSmith. Okay. Oui. C'était vraiment intéressant. Même si j'avais passé, quand je suis sorti de l'école, c'était pas mon entreprise. J'étais arrivé comme employé. Éventuellement, j'ai été actionnaire, mais je n'étais pas vraiment dans le mode de start-up. Mais cette fois-ci, on a fait un incubateur avec le CAIM. Super. Donc, le formaton, gardez ça en tête, les Je étudiants. pense que c'est très, très... Non, je pense que c'est très, très, très formateur comme formaton. Je pense que pour avoir assisté à des présentations et dans le FinTech, oui, mais dans le startup, c'est très, très bon. Super. Le temps file. Écoutez, je ne veux pas non plus garder nos gens en ligne éternellement, bien que ce soit hyper pertinent et intéressant comme conférence. Juste pour finir, est-ce que, avant qu'on prenne les questions du public, s'il y en a, est-ce que vous avez des commentaires autres à donner aux étudiants ou d'autres conseils que vous voulez donner qu'on n'a peut-être pas mentionné au courant du panel ou de la présentation? Un petit mot de la fin, disons. Je peux me lancer rapidement. C'est plus un conseil. Sous-estimez pas le pouvoir de vos réseaux. Entretenez vos réseaux. Cultivez vos réseaux. Parce que c'est un mot qu'on entend, mais qui est pas du tout galvaudé. Tout au long de votre carrière, vous allez avoir des questions, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir besoin d'avoir l'input de d'autres personnes. Puis souvent, notre réseau, c'est vraiment notre meilleur ami, en fait. C'est des gens en qui on a confiance, qui ont confiance en nous et on va s'entraider. Donc, sous-estimez pas ça. Ça ne vous prend pas 4000 personnes là, sur LinkedIn pour dire que vous avez un réseau. À 10, 15, 20 personnes, vous avez déjà un bon réseau. C'est 10, 15 cerveaux qui peuvent vous aider. C'est pas rien. Donc, le réseau, là, peu importe ce que vous faites dans la vie, entretenez-le parce que
dans un monde qui évolue très rapidement, c'est souvent un peu une bouée de sauvetage, un bon réseau. Donc, c'est mon mot, c'est mon conseil de fin de soirée. 100% d'accord. J'ai même le goût de dire que la plupart des emplois, du moins, je le sais que personnellement, c'est mon cas, mais c'est aussi le cas dans mon entourage. La plupart des gens, aujourd'hui, c'est plus vraiment le modèle. J'envoie mon CV et puis j'attends une réponse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de placements qui se fait, ne serait-ce que par bouche à oreille, là. Et c'est quasiment une norme aujourd'hui. Absolument. Ouais. Super. Merci beaucoup, Benoît. Marc-André, as-tu un petit dernier mot pour la fin pour l'audience, avant les questions, s'il y en a? Amusez-vous et persévérez. Je pense que c'est des conseils de vie, là, mais pour travailler, il faut que vous amusiez. Puis, il faut être persévérant parce que c'est pas tout le temps facile, même si on s'amuse. Tout à fait. Tout à fait. Mais merci beaucoup de votre présence. J'invite le public à poser vos questions. Je sais que, je l'ai dit tantôt, vous pouvez les poser n'importe quand, mais si vous avez d'autres questions pour nos panélistes, c'est maintenant ou jamais. Vous pouvez les envoyer dans le chat ou dans les Q&A. Je vois les deux. Puis si vous les envoyez dans le chat, je vous invite à l'envoyer aux panélistes et à tous les autres participants. Donc, on attend vos questions. Je vous laisse 2-3 minutes. Une minute? Anthony Gagnon, il demande, est-ce qu'il y a un programme d'analyse de données que vous conseillez pour le monde de la finance? Un programme d'analyse de données par rapport à de l'information d'analyse technique ou... Anthony Gagnon, est-ce que tu veux préciser ta question un peu? Je vais répondre en attendant que la personne précise sa pensée. En général, l'offre de formation, c'est quand même bonifié au cours des 2-3 dernières années. Vous allez avoir des programmes, des mini-programmes, des programmes certifiants, des attestations, des programmes diplômants, un peu partout dans les collèges et les universités, en plus d'excellentes certifications. Regardez toujours, en fait, les besoins du poste qui vous intéresse. Parce que tout est bon, mais en fonction d'un besoin. Donc, regardez, creusez, allez poser des questions à des gens qui occupent, par exemple, un poste qui vous intéresse. Ces gens-là vont vous donner des indices, puis ensuite, vous allez remonter la source pour regarder où est-ce que je peux aller chercher ce savoir-là ou cette formation-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes formations, mais ça dépend des besoins que vous avez en fonction du poste que vous visez. Tout à fait. Je ne sais pas si Marc-André, tu voulais rajouter quelque chose, sinon on peut prendre d'autres questions. Non, ça va. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, écoutez, je veux vous remercier. Merci beaucoup, Marc-André. Merci, Benoît, d'avoir été présent. Ça fut vraiment intéressant. Je pense qu'on a couvert quand même plusieurs sujets. Si jamais les étudiants en ont d'autres, écoutez, je les invite à nous les écrire à FinTech Cadence et je peux peut-être vous les relayer. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Pour finir, je veux juste repartager rapidement mon écran et je voulais parler un peu plus en détail à la communauté étudiante qui sont intéressés potentiellement à la FinTech ou du moins qui ont eu une épiphanie aujourd'hui lors de notre conférence. À FinTech Cadence, comme je vous ai parlé tantôt, on a plusieurs programmes. Je vais faire je vous promets que ça ne dure même pas 2 minutes de recrutement. Mais on a un programme qui s'appelle le Formaton. C'est une compétition d'innovation ouverte qui dure 3 semaines. C'est pour les gens qui s'intéressent à la FinTech ou du moins qui veulent avoir une première expérience entrepreneuriale. Ça dure 3 semaines, puis vous pouvez vous inscrire seul ou en équipe. Nous, on propose plusieurs défis qui ont été lancés par des institutions financières ou des partenaires financiers. Pendant les 3 semaines, vous essayez de résoudre ce problème via une solution. Et vous n'êtes pas seul. Nous, on offre beaucoup de mentorat. On offre aussi des experts pour vous aider à développer cette entreprise ou ce projet-là. On a 2 tracks. Une qui est plus axée startup. Donc, si vous voulez vraiment développer un projet qui est plus entrepreneurial. Si vous n'êtes pas nécessairement prêt à vous lancer en affaires, mais vous voulez quand même avoir un peu plus une idée de ce que c'est la FinTech, mais de manière plus pointue, je vous invite à aller dans la track plus recherche. Où là, vous allez vraiment travailler avec probablement un professeur ou une institution financière où vous allez pouvoir développer davantage de connaissances autour de ce sujet-là.
C'est pas rien. On a lancé aujourd'hui notre premier défi, c'est avec Payments Canada. Malheureusement, je ne l'ai pas en français, je m'excuse, mais si jamais vous êtes intéressé à vous inscrire, vous pouvez dès maintenant aller vous inscrire sur notre site web, fintechcadence.com, sous l'onglet Formatons. Toutes les informations sont là. Je sais que, dit de même, c'est peut-être pas très clair c'est quoi exactement le défi, mais on a un descriptif beaucoup plus large qui explique en détail c'est quoi les différents types de solutions que vous pouvez amener via ce défi-là. Si aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais pour chaque track, pour chaque équipe gagnante, dans chaque track, on a des équipes gagnantes, puis vous gagnez jusqu'à 5 000 $ en prix. Et si vous êtes intéressé, on a une info-session qui aura lieu le 5 mai prochain à 17h. Suivez-nous. L'événement n'est pas encore ouvert, mais si vous nous suivez sur notre page Facebook ou LinkedIn, vous pouvez définitivement aller vous inscrire. Et finalement, la série universitaire, c'est une série qu'on fait à travers d'autres universités du Québec. Donc, si jamais vous avez aimé la conférence d'aujourd'hui, que vous voulez en savoir plus sur le milieu entrepreneurial dans les finances, je vous invite à la prochaine conférence qui est la semaine prochaine, qui est Innovation sous incubation, qui va être avec l'équipe du HEC cette fois-ci. Donc, merci beaucoup à tous les gens qui ont été présents. J'espère que vous avez passé une excellente soirée et j'espère vous revoir très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.